Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a quitté officiellement le pays ce lundi 11 décembre après avoir fermé 10 bases militaires. Le Burkina Faso a célébré le 63e anniversaire de son indépendance ce lundi 11 décembre. Lors de son discours à la nation, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a réitéré l'engagement de l'État burkinabé à lutter contre le terrorisme et à renforcer la sécurité nationale. Et puis le ministre béninois des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, a réitéré le soutien du Bénin au plan d'autonomie pour le Sahara occidental présenté par le Maroc. Cette zone est disputée entre le royaume chérifien et le Front Polisario depuis plusieurs décennies. Mais tout d'abord, après l'élection présidentielle qui a débuté le dimanche 10 décembre et s'est terminée ce mardi 12 décembre, c'est l'heure du dépouillement des votes en Égypte. Selon l'autorité nationale des élections, ce scrutin a enregistré un taux de participation sans précédent. Le président sortant Abdel Fattah al-Sisi, candidat à sa propre succession, s'il est réélu, il entamera son troisième et dernier mandat selon la Constitution. Les résultats définitifs seront dévoilés lundi prochain. Après 10 ans de présence militaire, la MINUSMA a quitté officiellement le Mali ce lundi 11 décembre. Après avoir fermé 10 bases militaires, les autorités maliennes avaient exigé son retrait en juin dernier, considérant qu'elle ne répondait pas aux besoins sécuritaires du pays. Un sujet de Nathalie Mo, commentaire Edith Lamné. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a officiellement quitté le pays le 11 décembre 2023. La force onusienne a fermé 10 bases militaires, dont la plus récente a été transférée à l'armée malienne le 8 décembre 2023 à Mopti. La MINUSMA s'en va, comptant dans ses rangs 311 membres du personnel décédé, soit 174 dans des actes hostiles, faisant d'elle la mission avec le plus lourd bilan humain, notent des experts. Nous partons avec la conviction d'avoir fait tout ce qui était en notre pouvoir pour exécuter le mandat donné à la mission, fiers de ce que nous avons pu accomplir, mais aussi lucides quant aux limites de notre action. En une décennie de présence au Mali, la MINUSMA compte parmi ses succès le soutien à l'accord de paix et de réconciliation de 2015 entre la République du Mali et la coordination des mouvements de l'Azawad. Une réussite édulcorée par des statistiques qui indiquent que moins de 30% des dispositions de l'accord étaient mises en œuvre en 2022. En juin 2023, les autorités de transition maliennes ont exigé le retrait de la MINUSMA, jugeant ses perspectives d'avenir incapables de répondre aux besoins sécuritaires du pays. Dans la présence des forces étrangères sur notre sol, nous avons compris que la logique était plutôt d'entretenir l'insécurité et de nous maintenir dans la dépendance. C'est la raison fondamentale pour laquelle le peuple malien a décidé de prendre en main sa sécurité. Avec la nouvelle dynamique consécutive au retrait de la MINUSMA et les opérations militaires en cours, le Mali recouvrera sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. La mission de paix onusienne au Mali prend officiellement fin le 31 décembre 2023. 10 754 membres du personnel de maintien de la paix sur 13 871 ont déjà quitté le pays. En janvier 2024, les camps militaires de Bamako, de Gao et de Tombouctou vont entrer en liquidation, dernière étape de la fin de la présence des casques bleus au Mali. Au Rwanda, la date de la prochaine élection présidentielle est désormais connue. La Commission nationale électorale a annoncé ce mardi 12 décembre que les électeurs rwandais sont convoqués aux urnes le 15 juillet 2024 pour élire leur nouveau président ainsi que leurs députés. Le président sortant, Paul Kagame, candidat à sa propre succession, va briguer un 4e mandat.
Le Burkina Faso a célébré ce lundi 11 décembre le 63e anniversaire de son accession à l'indépendance, une célébration qui s'est tenue dans un contexte sécuritaire marqué par des menaces terroristes. Dans son discours, le président de la transition Ibrahim Traoré s'est adressé au peuple burkinabé depuis le front. Il a rassuré sur l'avancée des opérations menées par les autorités à Ménédi. Lundi 11 décembre 2023, le Burkina Faso commémore le 63e anniversaire de son indépendance. Une célébration qui se déroule dans un contexte sociopolitique et sécuritaire préoccupant, marqué par les attaques terroristes persistantes provoquant des déplacements massifs. À cette occasion, le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahima Traoré, s'est adressé à la nation le 10 décembre 2023 à travers un discours tenu au front. Beaucoup de choses sont faites, mais nous allons encore demander encore plus de sacrifices. Merci à ce peuple qui a compris que la seule manière d'y arriver, c'est de faire sa propre guerre, une bonne fois pour toutes. Le pays tente tant bien que mal de relever les défis de l'État dans le but d'assurer un service minimum en matière de sécurité et de justice. En 2023, le gouvernement de la transition burkinabé a fait part de rumeurs allant dans le sens de la déstabilisation du régime du capitaine Ibrahima Traoré suite à une manifestation le soir du 26 septembre à Ouagadougou. Au plan régional, les 3 pays dirigés par des gouvernements de transition ont été suspendus de la CEDEAO et de l'Union africaine pour ne pas avoir respecté leurs engagements d'organiser rapidement des élections. Ici en Afrique, nous avons jugé nécessaire de nous mettre ensemble, surtout au Sahel, parce que nous ne pourrons rien faire sans union. Ce qui a mené donc à la création de l'Alliance des États du Sahel, une alliance de défense a priori, mais qui évoluera vers une alliance économique et bien plus. L'AES est un espace qui est aujourd'hui victime de terrorisme barbare, violent. Mais aujourd'hui, nous avons compris et les peuples ont compris qu'il faille s'unir. La présence de groupes djihadistes au Burkina Faso depuis 2015 est liée à l'insécurité qui règne au Mali voisin, mais aussi à divers facteurs locaux tels que l'inefficacité de la lutte contre le terrorisme. Depuis la fin de l'année 2020, des tentatives de négociation ont été amorcées sans suite. Le Burkina Faso, qui a connu 2 coups d'État en 2022, est pris depuis 2015 dans une série de violences djihadistes. Selon le gouvernement qui devrait organiser des élections en juillet 2024 pour un retour des civils au pouvoir, l'armée contrôle 65% du territoire national. Les soutiens au plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara s'intensifient lors d'un entretien téléphonique ce mardi 12 décembre entre les ministres des Affaires étrangères du Maroc et du Bénin, Nasser Bourita et Olusegun Adjadi Bakari. Ce dernier a réitéré le soutien de son pays au plan d'autonomie présenté par le Maroc pour le Sahara occidental. À noter que le Sahara occidental est administré à 80% par le Maroc et 20% du territoire est sous le contrôle du Front Polisario. Marcel Kouassi. La République du Bénin réaffirme son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc. Le ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Bourita, et son homologue du Bénin, Olusegun Adjadi Bakari, ont, lors d'un entretien téléphonique tenu ce mardi 12 décembre, discuté de l'importance des relations bilatérales entre leurs 2 pays. Le ministre béninois des Affaires étrangères a réitéré le soutien du Bénin et réaffirmé l'appui de son pays à l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc comme seule solution crédible et réaliste à la résolution du différend régional autour du Sahara. Monsieur Olusegun Adjadi Bakari a assuré M. Bourita que dans le cadre de la révision de la carte diplomatique et consulaire, il plaiderait pour l'établissement par le Bénin d'un point de présence consulaire dans la ville de Laayoune, au Sahara marocain. De même, il a informé qu'il effectuera une mission à Darla, à l'effet notamment de constater l'essor économique et social que connaît cette région et de nouer des partenariats sur place. Les 2 personnalités ont également convenu de tenir la 7e commission mixte de coopération maroco-béninoise à Cotonou au début de l'année 2024 pour améliorer les échanges entre les 2 pays. Dès le 1er janvier 2024, les citoyens béninois pourront bénéficier de la facilité de l'e-visa développée depuis 2023 par le Royaume du Maroc. La nécessité de vivre ensemble, de la paix ensemble, de la construction du Grand Maghreb ensemble et surtout dans la nécessité d'offrir un avenir meilleur aux générations présentes et futures.
À noter qu'en octobre 2022, le gouvernement du Bénin avait déjà exprimé officiellement devant la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies à New York son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie, l'établissement par le Bénin, dans ce cadre, d'un consulat dans la ville de Larioun est à l'étude. Au Cameroun, 10,6% de la population, soit plus de 2 millions de personnes, sont confrontées à une insécurité alimentaire. Au cours d'un point de presse ce lundi 11 décembre, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbairobe, a dévoilé un plan d'action pour venir en aide aux producteurs locaux. Les explications avec Joël Ballot. Au Cameroun, 10,6% de la population, soit environ 3 millions de personnes, sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. Selon les résultats donnés par le ministère de l'Agriculture le 11 décembre sur l'analyse du cadre harmonisé pour la période allant d'octobre à décembre 2023, on observe une dégradation de la situation alimentaire dans 10 départements situés dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest à cause des attaques et conflits internes, de la sécheresse dans le Logone-Chari et le Mayo-Sava, des inondations dans la Benue et le Mayori. Nous avons des cultures irriguées telles que le riz où on peut faire jusqu'à 3 récoltes par an, donc ça permet de juguler les pénuries pendant les périodes de soudure. Mais il faut avoir une culture de grenier communautaire pour permettre aux populations de constituer les greniers communautaires au niveau des villages de manière à faire face à ces périodes de soudure. Il est bien vrai que la solution idéale serait l'irrigation qui permet de produire tout le temps, mais vous savez que c'est une solution qui coûte très très cher. En soutien aux producteurs locaux affectés par la crise en Ukraine, fournisseur à 43% des engrais au Cameroun, le ministre de l'Agriculture a fait l'annonce en avril 2023 d'une subvention de 14 milliards de francs CFA en engrais. Malgré les efforts fournis par le gouvernement et les stratégies d'adaptation développées par les ménages, le prix des engrais reste toujours à la hausse. Pour y faire face, le MINADER appelle à un plus grand investissement du secteur privé dans le secteur agricole. Le gouvernement a pris à mettre en place un projet que nous appelons Plaine Centrale qui permettra non seulement l'émergence de grandes et moyennes exploitations agricoles, qui permettra d'augmenter la productivité agricole et qui permettra de mécaniser la production agricole en sécurisant des assiettes foncières, en les viabilisant et en appelant le privé pour venir investir dans l'agriculture. Donc ça, c'est le long terme qui, pour nous, permettra d'atteindre les objectifs et de permettre une disponibilité alimentaire. D'ici à août 2024, pour faire face à l'insécurité alimentaire, le gouvernement camerounais entend suivre les conséquences des chocs climatiques, l'évolution des prix des intrants agricoles. Pour rappel, le Cameroun est considéré comme le grenier agricole de l'Afrique centrale. La Formule 1 reviendra-t-elle en Afrique? Le dernier Grand Prix de la Formule 1 s'est déroulé en 1993 en Afrique du Sud et depuis, aucun pays n'a accueilli cette compétition. Le combat du Britannique Lewis Hamilton aujourd'hui est de prôner le retour du Grand Prix sur le continent. Les explications de José Douglas. Jadis, l'Afrique avait son Grand Prix automobile en Afrique du Sud qui comptait pour une épreuve du championnat du monde de F1 et se courait sur le circuit de East London de 1962 à 1963 et en 1965, ensuite celui de Kyalami de 1967 à 1985 et de 1992 à 1993. Des sanctions internationales liées à la politique d'apartheid ont mis un frein aux compétitions. Mais voilà, le Britannique Lewis Hamilton, originaire de la Caraïbe par son père, milite pour le retour d'un Grand Prix en Afrique. Je veux courir en Afrique. Nous sommes présents sur tous les autres continents. Lorsqu'un Grand Prix est organisé dans un endroit, il attire l'attention et pousse les gens à venir, ce qui est excellent pour l'économie et l'éducation des gens. C'est un combat que le pilote britannique Lewis Hamilton mène depuis de longues années, celui de voir la Formule 1 renouer ses liens avec l'Afrique, un continent qui a disparu des radars depuis 1993 avec la dernière édition du Grand Prix d'Afrique du Sud. L'année dernière, je me suis rendu sur place et j'ai voyagé partout et au Kenya. Je pousse très fort.
J'appelle constamment pour savoir où en est ce Grand Prix. Je veux courir là-bas avant de prendre ma retraite. J'ai couru partout ailleurs. L'Afrique du Sud comme Johannesburg serait formidable. Le Cap pourrait être génial. Le circuit de Kialami homologué FIA 4 km 52 situé à 30 minutes au nord du centre-ville de Johannesburg, en Afrique du Sud. Kialami a accueilli des événements de course automobile de renommée internationale. Le climat subtropical de Johannesburg est idéal pour la course automobile tout au long de l'année, mais parfois perturbé par de fortes averses pendant la période chaude d'octobre à mars. En 1993, c'est Alain Prost qui avait remporté le dernier Grand Prix d'Afrique du Sud devant Ayrton Senna, le Brésilien. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.